Les Allemands sont divisés au sujet du destin de la capitale. Les uns veulent écraser la ville, les autres l'affamer. Elle aura les deux. En décembre, les animaux du zoo sont sacrifiés. Et bien que la chair d'éléphant ne soit pas réputée pour sa finesse, on trouve pour le repas de Noël des plats comme du consommé d'éléphant, du civet de kangourou et une terrine d'antilope. On sert aussi des chats flanqués de rats sur demande. Le rongeur coûte 2 francs, soit 8 de nos euros. Pour fuir la ville, les Parisiens trouvent des expédients ingénieux et surprenants. C'est en ballon que les membres du gouvernement provisoire quittent Paris. Le petit peuple ne peut embarquer, mais il confie ses lettres à ses messagers volants. La poste aérienne est née. En tout, 65 aérostats chargés de 2 500 000 lettres vont ainsi s'envoler vers la liberté. Toutes les missives n'atteignent pas leur but. Les postiers du ciel jettent parfois des lettres par-dessus bord pour lâcher du lest ou pour s'adresser à l'ennemi. C'est ainsi qu'une lettre atteint les positions allemandes. C'est un appel émouvant en faveur de la paix entre les nations. Aux Allemands de Victor Hugo. Allemand, celui qui vous parle est un ami. Pourquoi cette invasion? Pourquoi cet effort sauvage contre un peuple frère? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Nous sommes le même peuple que vous. Les paroles du grand écrivain restent lettres mortes. Après 4 mois de siège, le gouvernement provisoire capitule à son tour. La guerre est terminée. Mais la paix n'est pas encore acquise. Pendant que les Allemands défilent sous l'Arc de Triomphe, le peuple de Paris se soulève. Il n'accepte pas la défaite et refuse le rétablissement de la monarchie constitutionnelle. Il veut la Troisième République. Non, il veut mieux encore. Il veut prendre le pouvoir. Lors de l'avance prussienne, la garde nationale a placé 227 canons en sécurité à Montmartre et Belleville. Thiers veut les récupérer. Les Parisiens refusent. Il envoie ses soldats qui fraternisent avec les Parisiens. Une fois de plus, Paris se couvre de barricades. Cette fois, la guerre oppose le prolétariat à la bourgeoisie. Le 28 mars 1871, des centaines de milliers de Parisiens se rassemblent sur la place de l'Hôtel de Ville. Le peuple a élu le Conseil de la Commune. Un immense sentiment de liberté s'empare de la capitale. La révolution prolétarienne est en marche. On commence par abattre la colonne Vendôme, symbole de la puissance napoléonienne. Ensuite, le vrai travail peut commencer. Il faut jeter les bases d'une nouvelle société. On vote la séparation de l'Église et de l'État, l'abolition du travail de nuit pour les apprentis boulangers, de généreuses pensions pour les veuves et orphelins d'ouvriers morts au combat, la gratuité des fournitures scolaires pour les enfants et l'éducation pour tous. Et toujours cet appel, aux armes. Continuez de se battre. Ne pas se rendre. La commune va ainsi tenir 2 mois avant que la capitale ne soit prise d'assaut. Et les Prussiens, ils se battent aux côtés des troupes du gouvernement, car cette fois, ils ont un ennemi commun, le peuple révolté. Alors, il faut dire que dans cette affaire-là, Bismarck a joué son rôle. Bismarck les a laissés faire, c'est-à-dire il a quasiment permis l'écrasement de la Commune de Paris par solidarité internationale des possédants. Comme quoi, la solidarité internationale des possédants, ça joue. Mais là, on a un exemple illustre de 2 personnages, de 2 États en guerre qui s'unissent contre la Révolution. Pendant 7 jours, la bourgeoisie s'acharne sur les ouvriers. 7 jours durant, un terrible combat oppose 2 mondes. Une semaine sanglante qui coûtera la vie à plus de 25 000 hommes.
Les derniers combattants sont fusillés au cimetière du Père-Lachaise contre le mur des fédérés et jetés dans une fosse commune. Ensemble, ils ont accompli quelque chose d'inouï. Et c'est ensemble qu'ils ont succombé, écrasés par la classe dominante. Cette issue tragique ne diminue en rien l'influence de la Commune de Paris sur les générations à venir. Karl Marx y voit une source d'inspiration. Il écrit « Le Paris des travailleurs sera à tout jamais célèbre comme le précurseur d'une nouvelle société. Ces martyrs ont leur place dans le grand cœur de la classe ouvrière. » Rosa Luxembourg, la révolutionnaire allemande d'origine polonaise, déclare que son combat pour la justice est fidèle à l'esprit de la Commune. En Russie, Lénine s'enflamme pour ses 2 mois d'utopie ouvrière. En Chine, Mao en fait le modèle de sa révolution culturelle. Et en 1964, Vosrod I emporte dans l'espace un lambeau d'un drapeau communard. En souvenir de l'insurrection parisienne, le poète et communard Eugène Pottier compose le texte de l'Internationale, qui deviendra l'hymne des mouvements ouvriers. C'est la lutte finale. Auf zum letzten Gefecht. L'internationale sera le genre humain. Ta ta la la. Ah, l'internationale. Chez nous, les syndicalistes de gauche la chantent encore quand ils se réunissent. Surtout après quelques verres de vin. Et les Allemands, oh non, ils n'oseraient jamais faire une chose pareille. Non, pour chanter l'internationale, ils vont à la cave, ou bien à l'Est.